Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, et à l'histoire publique sous toutes ses formes. La bande dessinée en fait partie. Aujourd'hui, pour l'épisode 160 du podcast, je vous propose le deuxième volet des rencontres enseignants à la conciergerie enregistrées le 7 octobre dernier, après la conférence de Paul Choplin sur la BD historique, diffusée hier dans l'épisode 159. Place au débat avec les auteurs Florent Groisel et Youn Locard, autour de leur album Révolution, tome 1, Liberté. Les références et l'ensemble des émissions sont sur le site parolehistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Très bon courage à toutes et tous dans cette période compliquée, et bonne écoute. L'album Révolution, qui est le premier tome d'une trilogie parue chez Actes Sud, dont on va parler aujourd'hui avec les deux auteurs, Youn Locard et Florent Groisel, qu'on remercie beaucoup d'être là. Alors ma première question serait pour vous demander comment vous avez fait des choix vis-à-vis du cadre un peu général de la BD historique, dans lequel on a vu, et Paul Choplin l'a montré, qu'il y a beaucoup de béquilles du récit, du type cartouche d'introduction, ou alors le lendemain à la conciergerie, tous ces éléments qui viennent appuyer le récit, qui viennent aussi aider le lecteur à se repérer. Et il m'a semblé que vous avez fait un choix qui est de mettre à distance largement ces conventions, de plonger le lecteur au départ en tout cas dans une action qui n'est pas forcément située dans le temps, dans l'espace, ou dont on va décrypter progressivement le cadre, et que vous êtes un peu affranchi de ces conventions narratives de la BD historique. Ouais, effectivement, le projet pour Révolution, c'était effectivement de pas. C'est plutôt un choix de narration en fait qui nous a amené à faire ça, parce que on n'a pas envie, mais on aurait fait d'autres BD, on en a fait d'autres où on ne se sert pas de tout cet attirail comme ça qui est possible d'utiliser en bande dessinée, mais nous c'est pas tellement une forme de narration qu'on apprécie, enfin dans notre pratique. Donc on met pas et quelques instants plus tard dans un petit carton ou on situe pas la date et tout, et ça allait avec cette envie d'immerger les lecteurs dans un temps où on avait envie voilà de leur faire perdre un peu les repères qu'ils avaient sur la période révolutionnaire, qui est quand même un truc vu et revu, et enfin dont à la fin il ne reste dans les imaginaires qu'une grande bouillie, où surnagent quelques trucs comme Marie-Antoinette à la conciergerie, ou la forme de la guillotine, ou des espèces de trucs comme ça qui vont être toujours présents et qui vont servir de repères. Et pour nous, y compris quand on a commencé surtout ce travail sur Révolution, on partageait tous les deux nos souvenirs de collège sur la Révolution française, tout ce qui traîne comme ça dans l'imaginaire collectif Et on s'est dit que c'était une bonne idée pour nous éloigner de ça, de plonger les lectrices et les lecteurs dans une sorte de bain sans préambule et sans date, sans chronologie, préparée à l'avance. Ce qui du coup est aussi une manière de perdre pas mal de lecteurs au passage. Mais bon, on essaye de se servir de ça quand même, et on espère peut-être réussir à entraîner les gens plutôt par l'action et l'attachement qu'on peut créer autour des personnages, plutôt que par des repères chronologiques et des espèces de grands événements un peu connus. À tel point que par exemple on avait pensé ne pas montrer la prise de la Bastille, Pour nous ça nous paraissait pas si important que ça de montrer cette journée-là, à ce moment-là en tout cas, Et puis finalement on sait un peu. Il y a des gens qui nous ont dit que ce serait quand même pas mal que les gens aient une bouée de secours, une bouée de sauvetage au milieu de l'album. Mais voilà, c'était vraiment clairement délibéré, de noyer un peu les gens en premier. Et je me demande aussi dans quelle mesure ça nous vient pas aussi un peu des codes du cinéma, parce qu'on met pas non plus il y a jamais de bulle de pensée de ce que pensent les gens, C'est-à-dire qu'il y a pas de sous-texte, Il y a que l'action et ce qui est dit, qui laisse aussi une plus grande part de travail au lecteur, Et en fait, une plus grande part aussi il y a quelque chose peut-être qui se fait pas beaucoup en BD, c'est de ne pas expliquer justement, J'ai l'impression que c'est rare de refermer une BD en étant perplexe. En général, il faut bien que tout soit clair, et on est vachement habitué à ça, Alors qu'au cinéma, c'est beaucoup plus courant qu'on sort d'un film, si on l'a vu à 2-3, d'avoir pas du tout capté la même chose, ou de devoir le revoir plusieurs fois, même ça peut. Et donc je pense que nous, il y avait aussi cette volonté-là, en fait, de pas être trop directif, en fait, de pas être trop didactique non plus, Et donc de lâcher les 3 bouées de sauvetage qui font que, on a une colonne pour montrer qu'on est en Antiquité, ou la conciergerie et une guillotine,
pour que les gens soient rassurés. Mais au final, si on leur met toujours que ces 3 balises-là, finalement, c'est toujours un peu redire la même chose, quoi. On préférait décrocher la ceinture de sécurité, accélérer. Alors vous le faites pas complètement en même temps parce que vous rythmez la narration je sais plus s'il y a 12 ou 10 ou 12 séquences, mais de cet ordre-là, avec une page qui fait figurer un texte d'un personnage composite. On peut penser à Arthur Young, un personnage de voyageur anglais en France qui donne un peu quelques éléments de contexte. Vous le faites en vous mettant à la place d'un personnage plausible de l'époque qui le raconte. C'est pas le narrateur, dessinateur Deus Ex Machina qui vient faire une voix off. C'est une voix off qui est une voix in d'une certaine manière. Donc oui, cette contrainte qu'on s'était posée, donc de mettre aucun texte off, qui, j'ai l'impression, était pas hyper. Je saurais pas exactement dire pourquoi on a fait ça. En fait, le fait est qu'on a fait ça. Peut-être Florent aurait une idée plus claire là-dessus. Donc, mais pour un tel sujet, si complexe, et quand même notre volonté, c'est de traiter la période et d'en faire un peu le tour d'une certaine manière quand même. Et donc on arrivait vraiment à la limite. En fait, ces textes, il y a 12 chapitres dans l'album, donc il y a 12 ou 11 textes interchapitres, qui étaient, je pense, vraiment rendus nécessaires, quoi. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, vraiment les lecteurs, on est arrivé à un truc où on avait absolument besoin d'un peu de texte off quand même, et c'est des textes qui sont assez courts et qu'on a vraiment voulu le plus compact possible, qui donnent vraiment les indications à l'entrée d'un chapitre, sans lesquels... Là, on coupe carrément le lien avec les gens qui essayent de nous suivre, quoi. Donc ils étaient vraiment, je pense, rendus nécessaires par ce choix de pas mettre de voix off et d'indications. Et en effet, pour quand même garder en fait, tout ce qui est dans la BD, est soumis à l'interprétation. Il n'y a pas en effet une voix qui vient du dessus, qui serait la nôtre et qui serait celle de la raison. Donc les textes sont même signés en fait d'un des personnages de l'album, quoi. C'est un personnage inventé. Enfin, en bas du premier texte, il est marqué que ça a été publié en 1795 à Londres par lui. Et donc, c'est des faux textes d'un côté, quoi. On entretient aussi une confusion, en fait, volontairement entre la fiction et l'histoire, quoi. Pour prolonger cette question de comment vous avez mis à distance un certain nombre de codes, je voudrais vous poser une question sur vos choix graphiques et vos choix de couleurs, parce que quand on ouvre effectivement ces albums que vous feuilletiez au collège, avec lesquels on a pu grandir, nous, au moment du bicentenaire, ils sont souvent très criards. Il y a le tricolore et le costume du sans-culotte un peu stéréotypé, caractéristique qui est présent, et c'est pas le cas de la palette que vous choisissez. Ce ne sont pas les codes que vous avez adoptés. Alors, quel a été votre choix, notamment du point de vue de la palette de couleurs? En fait, on a fait un album précédent, pour parler très techniquement, notre album précédent était en bichromie, quoi. Il y avait du noir et puis il y avait une couleur, un gris un peu coloré qu'on pouvait superposer pour avoir 3 ou 4 nuances différentes, quoi. Et on est parti un peu de cette mise en couleur là très sobre, parce que on a besoin souvent en bande dessinée de mettre en valeur certains trucs, en tout cas dans notre dessin, et pas tellement beaucoup plus, quoi. Là on s'est dit on va avoir besoin de ça, donc ces ambiances un peu lumineuses, et en plus peut-être de reconnaître des personnages par leur costume, par exemple, au milieu d'une foule, ou en les mettant en couleur différemment des autres, ou de reconnaître, je sais pas, des uniformes. Donc il y avait un côté très utilitaire, quoi, d'abord comme contrainte, quoi. Et après, du coup, le choix des couleurs, on est parti sur une base il y a 3 couleurs environ par scène, quoi. Une qui va plutôt servir à l'éclairage, et puis 2 autres qui sont plutôt des toniques un peu, qui servent à reconnaître des éléments bien particuliers. Enfin ça c'est un peu, je schématise un peu le fonctionnement du truc, mais c'était un peu la manière la plus simple d'être efficace, quoi, dans la narration. Donc c'est une couleur vraiment narrative, quoi. Et à partir de là, on a nos choix, nous, d'ambiance et tout. Le résultat dans le bouquin est assez différent de ce qu'on imaginait, enfin pas différent, mais ça rend le papier notamment rend le truc un peu vieillot, un peu passé. C'était pas tout à fait le résultat qu'on attendait. Quand on le voyait sur écran, c'était un peu plus pétant et péchu. Mais on arrive du coup à ce résultat-là, qui évidemment, enfin ça c'est sûr qu'il y avait aussi une espèce de repoussoir qui était d'un côté la BD des années 80.
parce que ces BD-là, moi en tout cas, je les avais bien en tête en commençant, et c'est vraiment contre ça presque que quand Youn m'a parlé de bosser sur la Révolution, je me suis dit, mais c'est important de produire des images qui soient pas celles du truc des éditions Atlas, même si le travail est intéressant, mais c'était aussi une sorte de contre-projet, quoi, de fabriquer un récit de la Révolution qui soit pas celui, je sais pas d'ailleurs qui produisait ça, mais d'une sorte d'élite du bicentenaire, quoi. Et des images hyper compassées, pas du tout vivantes, et qui s'enchaînent, comme disait Paul tout à l'heure, comme des petites vignettes dans un grand panorama, quoi, sans lien les unes avec les autres. Donc il y avait cette volonté de s'inscrire en faux par rapport à ça. Et le dessin du coup va vachement aussi dans cette direction là, quoi. Et du coup j'ai envie de parler des différentes catégories que Paul nous a montrées, parce qu'en fait nous on a presque, en voyant chacune d'elles, je me disais on peut être aussi un peu là-dedans, et parfois on peut se servir de l'abstraction, parfois on a envie d'être absolument hyper documenté sur tel ou tel objet parce que ça parle de l'époque d'une manière bien plus sûre que je sais pas quel discours. Et donc on a envie de faire du bourgeon ou du pèlerin, quoi, sans avoir leur maniaquerie et en même temps leur talent. Et à d'autres moments, on a envie de citer des images comme Raphaël Messan ou comme les auteurs et autrices de Belzoni, et on se dit on va carrément utiliser les gravures. En fait, on l'a fait, nous on redessine, donc ça se voit pas trop, mais en fait, il y a plein de digestions d'images d'époque dans la BD, quoi. Donc en fait, on mélange tout ça. La couleur vient du coup aussi ficeler toutes ces influences graphiques et nos deux styles en plus de dessin dans un truc à peu près cohérent, quoi. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faut dire à ceux et celles qui nous écoutent, c'est que il y a souvent dans la bande dessinée un couple scénariste-dessinateur. C'est pas comme ça que vous fonctionnez, et le lecteur aura du mal en fait à trouver qui a fait quelle planche, qui a dessiné quoi. Vous évidemment vous le savez, mais c'est pas quelque chose qui est perceptible à l'extérieur, et c'est une méthode de travail du coup particulière. Oui, en effet, on a dessiné et écrit tous les deux, quoi. Et je pense que, enfin, c'est amusant parce qu'à la fois c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on fait pas la différence, mais d'autre part, on peut aussi avoir quand même des retours un peu sur le fait que des gens qui en lisant après disent ouais, j'étais un peu perdu, je reconnaissais pas trop le personnage des fois. Donc on se dit tu vois bien que finalement, en effet, il y a bien deux dessinateurs. En fait, on a l'idée de ça, c'est en fait, notre précédent album, on voulait le faire comme ça aussi, mais ça s'est pas. Enfin, c'est un projet qu'on a traîné très longtemps avant qu'il trouve un éditeur et qu'il soit vraiment réalisé. Et finalement, dans les conditions où il a été fait, c'est Florent qui a dessiné, et c'était très bien. Mais quand notre éditeur nous a proposé de continuer, on s'est dit qu'on avait envie, du coup, de reprendre le truc, de réessayer de faire tous les deux, quoi. Et là, il nous a tout de suite donné le feu vert. Donc ça venait vraiment d'une volonté de travail, de cette démarche de travail de notre part, auquel finalement on voulait travailler tous les deux, on voulait tout partager, on voulait avoir une espèce de démocratie et d'égalité absolue dans le travail, quoi. Et en fait, le résultat formel de l'album découle de ça, quoi. En fait, on s'est demandé à un moment peut-être qu'il faudrait justifier ça en faisant en ayant deux points de vue, par exemple, on aurait deux personnages, et quand c'est un qui dessine, et on a essayé de trouver des justifications qui, au final, nous ont paru artificielles, quoi. Et on s'est dit, qu'en fait, le fait est que c'est pas commun, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour devoir trouver une justification pour le faire, en fait, quoi. Et du coup, en termes pratiques, ça veut dire que, est-ce que vous aviez, par exemple, une sorte de cahier des charges par personnage en disant, pour tes cases et pour mes cases, il faut quand même qu'on retrouve cet habit-là, la mèche sur le front de cette façon, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été est-ce que ça a été cadré, ou est-ce que ça a été plus spontané? Non, ça a été cadré, et de plus en plus, en fait, au fur et à mesure qu'on se rend compte aussi du résultat, et même pour le deuxième, enfin, on a envie de remettre un tour de vis, parce qu'en fait, des fois, nous-mêmes, on est un peu là. Déjà, en fait, c'est quand même vachement dur de faire des bonhommes qui se ressemblent tout le temps d'une case sur l'autre, alors qu'en plus, on est deux à le faire. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même style de dessin, et qu'on a volontairement choisi de conserver des styles différents. Donc, c'est un travail qui est encore en construction, et on n'estime pas, je pense, encore avoir trouvé vraiment le truc parfait, mais tant mieux. Et la couleur, elle a été pensée justement, comme disait Florent, comme un moyen d'harmoniser en fait
Parce que la couleur, on est beaucoup revenu sur le... On a fait vraiment une dernière lecture de l'album pratiquement en entier, quoi, sur la couleur. Comme elle est faite numériquement, on peut tout à fait changer complètement une teinte. Et donc, comme il disait, on a un système assez simple de une couleur pour l'éclairage et puis deux pour des petites touches. En fait, on a fait un travail d'harmonisation à la fin au niveau de la couleur qui permettait, je pense aussi, d'atténuer les différences de dessin et de donner un sentiment d'homogénéité, quoi, sur l'ensemble des planches. Je voudrais vous poser une question sur les personnages, parce que c'est un récit multifocal, c'est un récit choral. C'est une des choses qui le rendent très beau, c'est que, pour citer un personnage de Jean Renoir, chacun a ses raisons d'agir comme il agit, et donc personne n'est jugé, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de narrateur omniscient qui donne une vérité, et on voit agir les gens, et on voit qu'ils ont chacun leurs raisons. Et je me demandais comment vous aviez arrêté le nombre des personnages, et entre guillemets les personnages qu'il vous fallait. Est-ce que vous avez dit, il me faut un royaliste, il nous faut une femme, il nous faut plusieurs femmes, il nous faut quelqu'un qui représente la noblesse. Quelle a été un petit peu la démarche pour cerner le contour de ce groupe choral qu'on retrouve dans l'album? Je sais pas si on a commencé par faire une sorte de cahier des charges, mais je pense, clairement, on n'a pas fait ça. On a plutôt, on a commencé, ça devient assez nébuleux, c'était il y a pas mal de temps maintenant. Les premières discussions tournent autour d'un personnage ou de deux ou d'un couple de personnages, et puis petit à petit les envies en fait s'incarnent et s'accrochent à des vraies personnes qu'on connaît. Nous on fonctionne beaucoup en fait en observant des gens, des caractères, des situations qu'on vit. Et du coup, on se dit, bon voilà, on a envie de parler de ça. C'est des trucs qui sont hyper contemporains. En plus, c'est vraiment des personnages qui nous entourent en fait, plus que des. En même temps, on est nourri par des lectures, mais je crois qu'on ni l'un ni l'autre, on croit les historiens quand ils racontent la biographie de tel ou tel personnage, quoi, sur leurs interprétations. C'est un peu, pour nous, c'est un peu comme les auteurs qui dessinent Batman, quoi. Chacun donne sa version, mais en fait, personne, pour le moment, en tout cas, nous a convaincus sur Robespierre ou sur, je sais pas qui d'autre. C'est tellement mystérieux ça, le travail de, transformer des personnages historiques en personnages, c'est assez touchy. On voulait pas trop faire ça, quoi. On se l'est autorisé, on se l'autorisera peut-être juste pour une ou deux figures parce que elle joue ce rôle-là déjà, quoi. Enfin, je pense dans le premier tome, on met en scène Mara et c'est un des seuls. Les autres passent comme ça, de manière assez lointaine. Et on s'autorise ça parce que Mara est un personnage, quoi. Il joue un personnage presque déjà, et c'est intéressant de le traiter comme ça, même par rapport à son traitement historiographique, quoi. Comment il apparaît dans toutes les sources et tout. De toute façon, on n'aura jamais la vérité de ce type, puisque il a été trop recouvert par 18 000 couches d'interprétations, de légendes, d'images, de costumes et tout. Donc maintenant, nous on estime qu'il est comme Batman, on peut le prendre et en faire notre propre Mara, quoi. Mais par contre pour les autres, on avait besoin du coup d'inventer des gens, donc des gens qui ressemblaient à nos amis, par rapport, de qui on a envie de parler dans la Révolution, quoi. En fait, nous, ça se voit peut-être pas dès le premier, mais quand même si, mais enfin. On a un panel de gens qui sont pas justement des personnages historiques, qui sont pas les grands hommes, donc on touche tout de suite aussi à la question de la représentation plutôt féminine, quoi. C'est assez, il y a toute cette question du genre des personnages. On sortait d'un album qui se passe sur un bateau au 19e, donc il y avait pas une seule femme, donc c'était aussi quelque chose qui rentrait en ligne de compte. On est aussi lecteur par ailleurs de pas mal d'autres choses. Par exemple, moi, typiquement, c'est le test de Bechdel. Je sais pas si vous connaissez, qui est Alison Bechdel, une autrice américaine, qui a fait un test. Or, si dans une histoire il y a il y a pas ou un seul personnage féminin, ça passe pas le test. Si ces deux personnages féminins ne se parlent pas entre elles, ça passe pas le test. Et si quand elle parle, elle ne parle que des personnages masculins, ça passe pas le test non plus, quoi. Donc il fallait déjà, ne serait-ce que nous, on arrive au moins à faire passer le test à notre BD, quoi. Une espèce d'outil assez simple. Au début, on commence comme ça, et puis en fait, ça nous pousse à nous documenter plus sur l'histoire des femmes pendant la Révolution. Ça donne aussi d'autres idées, etc. Et puis ça nous emmène dans d'autres directions sur la documentation et tout. Et puis pour l'histoire plus,
De l'autre, nous on avait aussi nos personnages, on va dire qu'on suit, qui sont les bons. C'est très simple de voir de qui on parle quand on ouvre la BD, quoi. Et puis il y a un méchant, et le méchant évidemment il est royaliste. Mais du coup on a essayé aussi d'être assez honnête avec ce personnage-là et de le rendre le plus. C'est peut-être aussi celui qu'on a le plus. Faut qu'on fasse beaucoup Enfin voilà, faut qu'on comble une distance assez importante pour aller vers lui. Et du coup, on a mis aussi beaucoup d'enthousiasme et d'énergie à essayer de comprendre qui pouvait être ce personnage de royaliste ultra, quoi. Vraiment, c'est un type d'extrême droite complètement, enfin qu'on détesterait maintenant, mais il nous semblait hyper important de le rendre crédible et de le comprendre un peu dans les méandres de son espèce de parcours politico, familial. Émotionnel, tout ça. Du coup, en vous écoutant, j'ai l'impression de comprendre pourquoi, sauf erreur de ma part, on ne voit pas le roi dans la BD. C'est parce que ce serait plausible pour aucun des personnages que vous suivez, finalement, de le rencontrer à ce moment-là de l'histoire, y compris ce royaliste, qui est finalement quelqu'un d'extraction assez modeste, qui fait pas partie de la grande noblesse. Et du coup, c'est une BD sur la Révolution sans Louis XVI, ce qui était aussi un choix de votre part, ou finalement, c'était une conséquence de cette focalisation sur ces personnages-là? C'était un peu les deux. Je pense que donc il y avait ce côté, il y a vraiment une des choses qu'on voulait ne pas faire, quoi. C'était remontrer toujours les trucs qu'on a déjà vus. Florent parlait tout à l'heure du fait que voilà, même la prise de la Bastille, on disait ouais, vas-y, on le met pas comme ça. C'est vraiment les mecs à fond la caisse et tout. Et on en a parlé avec donc Pierre Cernat qui nous a relu en fait un peu au fil de l'album. Et Pierre Cernat sur la prise de la Bastille nous a dit bah non les gars, non en fait nous la prise de la Bastille c'est vache en fait. Et il nous a convaincus et on a mis une belle grande page de la prise de la Bastille. Alors que le roi, il apparaissait dans une page, on voyait ses mains, quoi. En fait, il était cadré comme ça, quoi, comme s'il était déjà décapité dans son carrosse quand il vient se faire remettre les clés de l'hôtel de ville par le maire de Paris. Et en fait, Cernat, en voyant ça, là, par contre, il nous dit « Ah, mais alors ça, les gars, qu'on voit pas le roi, c'est génial. Il est déjà décapité et tout ça, c'est génial. » Et nous, on dit « Bon, ok, nickel. » S'il nous avait dit « Oh non, une grande page avec le roi !» Mais je pense pas qu'on l'aurait fait, non, en effet. Parce que c'est intéressant aussi quand même de prendre un pas de côté par rapport à ces figures. En fait, c'est vraiment un propos aussi qui est derrière, quoi. C'est que la personnalité du roi, évidemment, elle a une influence en plus vachement forte, quoi, dans le cours des événements de la Révolution. Mais nous, on refuse un peu de croire que l'histoire, elle est écrite justement par des grands hommes, quoi. Ça nous paraît ok. Ils jouent un rôle, mais en fait, et puis d'ailleurs, même si on y croyait, dans ces cas-là, ça c'est même pas intéressant. En fait, si on voit la Révolution française comme un truc animé par 40 personnages taillés dans les reins et l'acier et qui sont vraiment pas du même bois que nous, nous, ça nous intéresse pas trop de le raconter alors, quoi. Donc c'est presque un parti pris en fait de dire non, l'histoire elle est écrite par des gens en fait qui justement n'ont pas écrit, sur lesquels du coup on n'a pas beaucoup écrit évidemment. Et qui restent très mystérieux, et qui en fait sont sans doute beaucoup plus universels, malgré tout l'exotisme qu'a la période, qu'on peut le penser, quoi. Et donc nous, on s'attachait à des gens. En tout cas, c'est clair que c'est un point de vue aussi sur la Révolution de se dire que peu importe, on aurait pu s'intéresser à la Commune, à d'autres révolutions. Nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est quand même cette dynamique-là. C'est le changement radical dans la vie des gens qui un matin décident de s'agréger à une manif qui passe, qui tout à coup prennent des décisions sans forcément d'ailleurs les conscientiser plus que ça, mais qui font changer la face des choses. Et ce processus-là, il se fiche bien de savoir si Louis XVI est un gros incapable ou alors un habile stratège. Les phénomènes comme ça, ils n'ont pas eu besoin d'attendre que il y ait eu telle ou telle personne en charge ou tel super orateur à tel moment. Enfin, en fait, c'est plutôt l'inverse. Les phénomènes révolutionnaires font apparaître les caractères et puis l'histoire après du 19e siècle vient couronner de laurier les personnages qu'elle pense les plus importants. Mais en fait, c'est déjà un traitement que nous on refuse complètement, quoi. Donc c'est aussi en ça que nous on s'inscrit en faux contre l'historiographie des grands hommes, les grandes biographies, etc., etc., quoi. Pour compléter le propos aussi, c'est une BD qui fait écho aux travaux sur la Révolution par en bas,
qui ont été initiés, bon, il y a de ça quand même un petit moment, il y a bien 70 ans, notamment par la thèse d'Albert Soboul sur les sans-culottes de l'an 2, mais plus récemment sur les travaux de Haïm Bourstin sur le Faubourg Saint-Marcel, sur l'anthropologie du révolutionnaire, qui ont, je crois, inspiré nos deux auteurs. Et c'est une histoire un petit peu au ras du sol, et qui renverse complètement la perspective. Et les travaux actuellement menés sur certains types de sources, notamment les registres de comités de surveillance ou les registres de sociétés populaires, on voit que quelle est la principale préoccupation des gens d'en bas, si j'ose dire, dans les grandes villes, c'est l'approvisionnement. C'est la nourriture. C'est un petit peu comme la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est pas une histoire de héros, de salauds, etc. Ça existe bien sûr, mais c'est aussi tout simplement des gens qui pensent à leur lendemain, qui ont des préoccupations très très immédiates. Et c'est ce qui donne de la chair justement, et ce réalisme entre guillemets de la bande dessinée, parce qu'on est au cœur du quotidien des Parisiens de 1789. En fait, c'est aussi un processus et un cheminement, parce que au départ, moi personnellement, ce qui m'a intéressé dans la Révolution, c'est paradoxalement, en même temps, c'est par là que je suis rentré, puisque c'est toujours ce qu'on voit. Donc des biographies de Robespierre, de Mirabeau, de Marat et tout. J'étais là, waouh, c'est épatant en fait. Donc voilà, des tels hommes peuvent mouvoir l'histoire par la force de leur volonté et de leur concept, quoi. Donc en fait, c'est quand même aussi un peu parti de là. Et puis en effet, en se documentant au fur et à mesure, en enrichissant notre bibliographie, on a découvert Burstyn et puis Timothy Tackett et plein de gens comme ça qui nous ont fait complètement repenser notre vision en fait des processus historiques. Et pour moi, ça nous ramène un peu à quand on parlait de Bourgeon tout à l'heure et de son souci son souci maniaque de la documentation dans Les Passagers du Vent et dans ce qu'il a fait depuis. Je trouve que en fait, pour moi, la documentation, le souci qu'on voit en fait apparaître sur la couverture, dans les objets, dans la représentation et le choix des objets qu'il met et tout, au final, c'est beaucoup plus qu'une simple accumulation comme ça, ou en fait, ça fait vraiment la saveur du truc, quoi. C'est-à-dire que c'est en se documentant, en fait, la documentation fait complètement partie du processus d'écriture, quoi. Et Bourgeon, je sais pas, dans ces dernières BD, enfin c'est plus récentes sur la Commune et tout, les langages par exemple qui sont employés par les personnages et tout, moi je trouve que, enfin en fait s'il y avait pas ça, on serait dans le carton-pâte, et en fait on aurait des personnages qui seraient interchangeables, on leur met des flingues, c'est des cow-boys, on leur met un chapeau, c'est des révolutionnaires, ou on les envoie dans l'espace. Je trouve que c'est là où la notion historique elle est intéressante, c'est quand la documentation en fait vient nourrir et fait complètement partie intégrante du travail, en fait doit nous transformer. Peut-être c'est ça un peu aussi. En tout cas nous sur la Révolution, faire cet album complètement transformer notre vision du sujet, quoi. Pour rebondir sur cette question du langage, elle est très intéressante en général dans la BD historique, les films historiques et dans votre album, parce que c'est très dur de faire sonner juste des personnages historiques. Parfois ça devient uniquement le verbatim de l'époque, et parfois on en a besoin pour la nuit du 4 août de reproduire des passages de textes fameux, et vous le faites dans la BD. Mais pour les gens plus ordinaires, parfois ça tombe dans le kitsch, dans l'argot imité de ce que pourrait être un langage populaire du 18e. Alors comment vous avez travaillé sur les niveaux de langue, les registres de langue? Il y a des nobles dans le livre, il y a des gens du petit peuple parisien. Comment vous avez cherché à restituer quelque chose qui ne sonne pas faux dans la bouche de vos personnages? Ben c'est un artifice on avait déjà, je pense, un peu travaillé le sujet sur notre album précédent, Éloi, là, qui se passait donc sur un bateau au début du 19e, où il s'agit de rester léger, quoi, de pas d'essayer de faire passer un niveau de langage soutenu de la noblesse, par exemple, mais donc à force de lecture, on commence à un peu être familier des tournures, des mots, et je sais pas, quand on parle de fermentation au Palais Royal, tout de suite ça sonne 18e. Et quand on met foutu bougre dans la bouche d'un personnage, ça fait argot de la rue. Mais si le personnage de la rue se met à parler que comme dans les trucs du Père Duchesne, par exemple, en disant foutu tous les 4 mots, c'est très fatigant, quoi, et puis ça fait faux. Donc c'était presque le plus simple, en fait. Les personnages un peu populaires, on a essayé de les faire parler comme des gens maintenant. Je pense que ça, c'était aussi une manière de les faire, de les rendre assez intelligibles, quoi, pour les lecteurs, et de les mettre un peu en plus en empathie.
Et par contre, du coup, le langage un peu plus soutenu, c'est un espèce de mélange de tournures. C'est assez marrant, hein. C'est assez plaisant d'utiliser cette langue-là, mais c'est sûr qu'on n'a pas fait un travail sur la langue vraiment. Il faut essayer d'éviter les trucs qui vont un peu écorcher l'oreille et qui vont faire sortir les gens de ce qu'ils sont en train de lire. Je viens de voir par exemple le film de Céline Sciamma sur le portrait de la jeune fille en feu, et il y a pas spécialement de travail non plus extrêmement visible sur le langage, mais par contre il n'y a pas d'utilisation des féminins. Et par exemple les personnages féminins disent je suis joyeux, je crois à un moment. Et je pense que c'est documenté, mais quand même ça fait sortir de ce qui se passe. Tout de suite on doit avoir une sorte de réflexivité sur tiens, c'est marrant, c'est pas une erreur, c'est dans les dialogues, donc c'est quelque chose qui doit être documenté sur le fait que le féminin a dû mettre longtemps peut-être à se diffuser dans la langue française. Je sais pas, en fait, j'ai pas été chercher plus avant, mais en tout cas, quand on fait ce genre d'effet, il faut être assez conscient que il faut laisser un petit temps aux lecteurs, aux spectateurs pour se remettre aussi dans l'histoire, quoi. Si on est en plein milieu d'une scène d'action et que tout à coup il y a une espèce de truc bizarre dans les dialogues, même s'il est super bien documenté et très juste historiquement, ça va desservir pas mal la dynamique de la lecture, quoi. Donc c'est plutôt c'est pour ça que je disais que c'est complètement un peu de l'ordre de l'artifice de méthode de mise en scène, quoi. Pour revenir à la question de la documentation et du travail de recherche que vous avez fait, dont Youn parlait tout à l'heure, j'aimerais savoir concrètement comment vous avez travaillé, puisque vous avez préparé un livre, comme les historiens préparent des livres, et quand on prépare un livre, on se fait des dossiers, on note des citations, on note des dates, etc. Alors, est-ce que vous avez fait des dossiers par lieu, parisien, par thème, par décor? Est-ce qu'au fil des lectures, vous avez fait des fiches pour les livres, taquettes, tel et tel élément, etc. Parce qu'il y a un matériau considérable, aussi bien visuel que textuel, que d'idées. Donc du coup, quel est un peu le processus d'accumulation du matériau? Comment vous l'avez rangé? Comment vous en êtes resservi? Ouais, on a fait un peu comme ça, des dossiers et tout. Après, on est parti aussi, on n'est pas formé à faire ça non plus. Donc ça a commencé. En fait, ça s'est un peu fait au fur et à mesure, quoi. Après, on est aussi deux, on a des manières assez différentes et complémentaires de travailler, quoi. C'est pas facile. Enfin, très concrètement, ouais, on s'est fait des dossiers, c'est surtout pour l'iconographie en fait, où là on a des grosses masses quand même de trucs qu'on classe sur. Donc on a une Dropbox, quoi, qu'on partage tous les deux, dans laquelle il y a des dossiers, soit par thématique, par lieu, par scène, éventuellement. Enfin, on s'est fait aussi des balades, des repérages photographiques. Il peut y avoir aussi des images qui sont choisies plus pour leur facture que pour leur contenu, vraiment de ce qu'elles montrent, quoi, parce qu'elles nous intéressent graphiquement. Dans un travail peut-être plus de citation ou de certains styles à l'intérieur de la bande dessinée, quoi. Après, le fait qu'on soit deux aussi, c'est intéressant parce que je pense que ça oriente, au niveau de l'iconographie. Pourquoi, par exemple, ces images qu'on a qui sont plus parce qu'elles nous plaisent et qu'elles nous font penser à un truc qu'on a envie de mettre dans l'album. Peut-être que si on était tout seul, on n'aurait pas besoin de faire un dossier, on le met. Mais ce qui est assez intéressant, c'est comme on est deux, et je pense que ça fait vraiment partie du processus, c'est qu'en fait, il faut toujours trouver un moyen de montrer à l'autre, en fait, ce qu'on a envie, quoi. Et donc, on a peut-être encore plus besoin de documents pour pouvoir aussi, en fait, une idée, on la valide pas tout seul, nous-mêmes, dans notre tête, quoi. Il faut d'abord pouvoir aussi la montrer, l'expliquer, la défendre. Et je pense que ça nous emmène, ça construit aussi une manière de documenter, quoi. Et après, sur la documentation plus, on va dire, de bouquins, comme disait Youn, on bosse aussi, on est assez complémentaires, mais je pense que être deux nous libère aussi beaucoup de prises de notes hyper fastidieuses. On parle énormément, quoi. En fait, on passe des journées entières à discuter, à prendre quelques notes et tout, mais moi, les notes que je prends, je les relis très peu. Et on fait une espèce de travail de sédimentation comme ça, où les choses importantes restent toujours, quoi, ou quasiment.
où les bonnes idées ou les trucs qui nous obsèdent plus que d'autres, ça, de toute façon, on va pas les oublier, quoi. Et ça revient dans nos discussions, et on revient sur les sujets qui nous intéressent le plus. Et les trucs un peu moins importants ont tendance à peut-être couler vers le fond, à être recouverts par d'autres. Et peut-être au cours des fois ça reste assez longtemps, et au cours d'un autre travail plus lointain, on rechoppe ces trucs-là, on refouille un peu, et on retombe sur des vieux trucs qui étaient restés un peu lointain, quoi. Et en fait, ça, j'ai l'impression que c'est à la fois un travail de mémoire et un travail de discussion à deux on n'est pas du tout sur une prise de notes, savante et académique, quoi. C'est vraiment de la discussion, comme les gens qui font de l'arpentage en livre, quoi, qui prennent un morceau d'un livre chacun, puis qui se le racontent et qui construisent un espèce de savoir commun qui n'est pas la lecture du livre, quoi, et qui n'est pas un truc très ouais, c'est pas très académique, mais nous on fait pas un truc académique, en fait, on fait un récit, quoi. Et donc les idées les plus importantes, j'ai l'impression qu'elles et puis des fois on est obligé de revenir quand même sur des trucs beaucoup plus précis. En ce moment on doit revenir sur un truc précis, et là on replonge dans les livres et on revoit les notes qu'on avait prises, et pourquoi est-ce qu'elles, moi des fois souvent je suis un peu étonné tiens, pourquoi est-ce que j'ai corné cette page dans ce bouquin-là? Ça me paraît complètement, il y a rien de très intéressant à cet endroit-là du livre. Et d'autres fois, pourquoi j'ai pas corné cette page? C'est génial. Mais c'est parce que il y a 4 ans, quand j'ai lu le bouquin, ça me paraissait pas si important, quoi. Oui, puis le travail de Florent et Youn a bénéficié de quelque chose qui a changé notre vie à tous. C'est la numérisation et la mise en ligne par les institutions, par la BNF avec Gallica, mais aussi par les musées, la ville de Paris, de documents iconographiques qui sont très facilement consultables. Et donc ça permet d'avoir énormément d'informations sur le bâti parisien de l'époque révolutionnaire. Je me souviens, vous aviez montré l'année dernière vos recherches sur les bains chinois, qui est un bâtiment qui est aujourd'hui disparu, mais qui est assez bien documenté, et vous aviez récupéré plusieurs dizaines de documents sur ce bâtiment qui a pu donner lieu à une planche assez exceptionnelle sur ce lieu disparu que je ne connaissais pas, du Paris de 1789. C'est même trop, hein. Enfin, c'est infini, en fait, ce qu'on trouve sur Internet. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une source. Et nous, on en découvre un peu chaque jour aussi, quoi. À force de recherche, c'est pas évident de se y retrouver au départ. On a vite trouvé Gallica, et du coup c'était un peu la manne, quoi. Et puis, depuis pas si longtemps, on est retombé justement plutôt sur les collections de la ville de Paris et du musée Carnavalet, et là c'est encore plus incroyable. Et puis il y a plein d'autres trucs, quoi. Le cadastre de 1810. Si on veut aller dans les détails, il y a moyen. Mais aussi, on n'est que 2 à faire un boulot qui, pour d'autres trucs... Enfin, on revient aussi sur ce sujet-là. C'est vrai que la plupart des médias deviennent assez documentés et tout. Nous, on n'est que 2, on essaye de faire le truc le plus justement possible, mais on a besoin de s'entourer aussi. En fait, on voit, plus on veut aller vers de la documentation précise, plus on a besoin de demander à d'autres gens de l'aide. Et ce qui est bien, c'est que le premier tome étant sorti, par exemple, on a plus de facilité à demander de l'aide à des historiens, à des historiennes, ou à des amateurs aussi. Il y a plein mal de gens qui sont des spécialistes sans être professeurs d'université, quoi. Mais souvent, c'est eux d'ailleurs qui vont faire les travaux de reconstitution les plus dingues. Et ça, c'est vachement important, quoi, pour être précis. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qui manque dans aussi beaucoup de productions, même souvent avec des gros budgets et tout. C'est que, à part un costume vaguement d'époque, il n'y a pas grand-chose quand on commence à gratter, quoi. Une question sur le contenu de l'album et certains passages marquants. Alors on a dit à quel point la prise de la Bastille était là, mais elle pourrait ne pas l'être. Finalement, c'est pas un pivot de l'histoire. En revanche, il y a quelque chose qui l'est beaucoup plus, c'est le 11 juillet, l'incendie de la barrière de l'Octroi. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode et sur l'importance que vous lui donnez, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir mis en avant ni dans la BD, ni d'ailleurs dans la narration historique plus généralement, alors que ça a un rôle très important dans la Révolution. Donc est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce choix ? Alors, je sais pas si dès le départ c'était très conscient que on n'en parlait pas beaucoup. En fait, nous, c'est clair qu'on connaissait pas, mais en se documentant, on s'est rendu compte que dans les quelques jours qui précèdent le 14 juillet, en fait même dans les années qui précèdent le 14 juillet, où
En fait, Paris est vraiment entouré d'un mur où faut payer pour tout ce qu'on rentre dans Paris, quoi. Et donc on imagine assez aisément en fait les problèmes que ça peut poser aux gens. Et donc en fait, avant de prendre la Bastille, les Parisiens ils se portent surtout au poste d'octroi pour les détruire, quoi, et abattre le mur pour pouvoir passer sans payer, quoi, et donc faire baisser les prix dans Paris et tout, quoi. Et ça nous paraissait en fait c'est ça, il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la prise de la Bastille par exemple au lieu de ça. En fait c'est peut-être plutôt ça la question, parce que finalement quand on lit même juste Michelet, quoi, je pense que c'est là qu'on en a entendu parler au début, parce que lui il en parle, quoi, et même assez précisément et tout. En fait ça paraît avoir beaucoup plus de sens que de se porter à la Bastille, quoi, d'attaquer l'octroi. Enfin, en tout cas, si j'imagine nous on imagine des personnages, on a un souci particulier à faire que ces personnages, en fait, qui s'engagent. Donc c'est vraiment une histoire sur l'engagement. C'est un des thèmes vraiment plus importants dans cette trilogie. Et on a un souci à ce que nos personnages s'engagent pas pour des pures idées, quoi, parce que ça nous paraît pas très ressembler à la vie, quoi, et qu'en général on s'engage pour des raisons c'est comme dans l'amour, quoi. Enfin, il y a pas de on est bien en peine d'expliquer pourquoi finalement, quoi. Donc on cherche des raisons qui sont beaucoup plus d'ordre personnel ou d'ordre affectif ou d'ordre je sais pas, toutes les mauvaises raisons de s'engager nous paraissent bonnes, quoi. Et je vois vachement plus de mauvaises raisons de s'engager pour aller péter le mur d'octroi que pour aller prendre la Bastille. Ou alors là, du coup, si on se dit, en fait, quand on s'imagine que les gens, ce qui est le moment clé, c'est la prise de la Bastille, en effet, on imagine des gens qui sont de purs concepts, quoi, et qui vont prendre le donjon. Je pense que là, il y a peut-être un gros, un espèce de truc, une idée derrière ça, quoi. Comme si c'était naturel d'aller faire une espèce d'insurrection conceptuelle, quoi, parce qu'en fait il y a rien, enfin il y a de la poudre apparemment, mais est-ce qu'ils s'attendaient vraiment? Il y en avait à d'autres endroits aussi, d'ailleurs, qu'ils ont pris aussi à d'autres endroits. Donc c'est peut-être au départ pour ça, parce que nous ça nous paraissait beaucoup plus facile à comprendre en fait comme action insurrectionnelle, quoi. Et encore une fois aussi parce qu'on a vu que c'était une idée qui finalement, enfin pareil, pour en avoir parlé avec Pierre Cernat, ça c'est aussi un des trucs où il nous a dit ça, les gars, c'est vachement bien. Et donc c'est une piste où on se dit ah ouais, bon bah vas-y. Ok. Non mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a aussi nos lectures au départ, on a je pense tous les deux lu assez rapidement une histoire de la Révolution écrite par Éric Hazan, qui est plutôt une histoire du coup assez sociale de la Révolution française, et plutôt axée sur le peuple, concept un peu nébuleux mais quand même pertinent. Et il parlait, je pense, de ça, quoi. Nous on voulait montrer des gens qui vivent des trucs, des contraintes économiques, et c'est ça qui l'émeut à ce moment-là. Et surtout que moi je pense que c'est important, la prise de la Bastille est évidemment une vraie importance et tout, c'est pas que conceptuel en fait, mais c'est surtout l'aboutissement de 3 jours d'émeute. C'est pas juste un truc qui se passe comme ça parce que les gens le matin se sont levés en se disant ça suffit le despotisme là. C'est que il y a un contexte, quoi. C'était surtout aussi pour planter ce contexte-là que c'était important de montrer ce truc. Le démarrage en fait de l'insurrection qui éclot pas comme ça tout de suite, mais qui est le résultat de plein de facteurs concomitants et d'une espèce d'ambiance un peu surchauffée, de décisions politiques foireuses, d'une menace un peu sourde. Enfin voilà, dans les 2 chapitres qui traitent de ça, on essaye de montrer tout le faisceau d'événements qui se concentrent. Et effectivement, à la fin, il y a la prise de la Bastille, mais c'est pas du tout la fin d'ailleurs pour les personnages. Il s'agit encore d'aller faire des barricades et tout. Rien n'est réglé. Nous, on voit ça d'ici. On a l'impression qu'une fois la Bastille prise, c'était la fête, mais en fait, les gens restaient en alerte absolue. Ça n'a pas du tout été la fin de quoi que ce soit. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de poser le climat dans lequel la Bastille est prise, où le tocsin sonne depuis 3 jours sans cesse et toutes les barrières sont en flammes et apparemment c'était vraiment des conditions hyper particulières et hyper qui peuvent peut-être aussi expliquer pourquoi ils finissent par se sentir le courage d'aller à la Bastille ou je sais pas. Oui, c'est aussi un album qui
prend cet angle d'approche pas par hasard. C'est aujourd'hui de plus en plus de travaux interrogent ces grands événements, ces grandes journées parisiennes, et c'est assez symptomatique. La même année que sort l'album Révolution de Florian Youn, est sortie également la thèse de Momcilo Markovic sur justement l'incendie des barrières, ces journées de juillet qui ont été totalement occultées par la prise de la Bastille et qui sont tout aussi importantes, sinon plus. Et donc, ce qui nous amène aussi à revoir un petit peu ces grands épisodes de la Révolution et à les rendre beaucoup plus intelligibles. Et je pense notamment dans les programmes scolaires, on est encore pris en otage, par ces grandes journées. Et je pense qu'on gagnerait en intelligibilité de la période. Par exemple, ces émeutes ces émeutes aux barrières, elles font le lien avec les émeutes d'Ancien Régime. Et en fait, ce qui se passe en 89, c'est une émeute d'Ancien Régime classique, traditionnelle, avec une grande ampleur, qui va être ensuite réinterprétée par l'Assemblée nationale constituante. Mais je pense que ça aussi, c'est important pour relativiser la coupure de 89, c'est classique en histoire. Il y a une rupture, mais il y a aussi des continuités. D'autant plus qu'elle fait lien peut-être avec des choses aussi beaucoup plus contemporaines. Oui. Et qui pour les élèves sont peut-être très parlantes, quoi. Parmi les éléments contemporains dont on trouve des échos dans l'album et qui ont été des moteurs agissant sous la Révolution, il y a le thème du complot, qui d'ailleurs circule dans les rues de Paris de la mi-juillet 1789, lorsqu'on dit qu'il y a un complot des aristocrates pour renvoyer Necker, pour faire tirer sur les députés, etc., etc. Et là, est-ce que consciemment vous avez cherché à articuler la thématique qu'on connaît, qui a été travaillé depuis Georges Lefebvre et puis beaucoup d'autres sur les complots, les circulations de rumeurs sous la Révolution, entre ces thématiques du complot révolutionnaire et puis les questions qui se posent aujourd'hui autour des discours tenus sur le complot, le complotisme et les complots comme causalité ou agent de l'histoire qui se déroule. Bah alors nous, ce qui nous est apparu, c'est que au bout d'un moment même, on en avait marre qu'en fait genre à l'Assemblée et tout, mais ils parlent que de ça, quoi. C'est 10 fois pire qu'aujourd'hui, quoi. Tout est un complot. Donc dès qu'il y a un truc, c'est vrai, il y a une obsession et je pense qu'il augmente, quoi, mais qui apparaît quand même étonnamment tôt, quoi. Donc c'est clair que même au début, je pense qu'on était un peu là, bon bah ok, on savait pas trop quoi faire avec ça parce que c'était pas forcément de ça qu'on avait envie de parler, quoi, à la base. Après, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant en fait aussi. Donc c'est quand même un thème qui finalement nous amuse et nous intéresse parce que en fait il sous-entend plein de choses, quoi. C'est très philosophique et sur la téléologie c'est vachement intéressant, quoi. Quand on prête des capacités à quelqu'un de faire un complot sur une période de 50 ans par exemple et d'y arriver. C'est complètement délirant en fait. Donc nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'imaginer des complots qui aboutissent à l'inverse de ce qui était prévu, quoi, et qui sont probablement la plupart des complots finissent un peu comme ça, ou en tout cas ça marche pas exactement par définition comme c'était prévu. Donc dans ce sens-là, ça nous intéresse d'autant plus qu'en fait, comme nous, on fait intervenir des personnages inventés dans l'histoire vraie, quoi, enfin dans l'histoire historique, quoi. Et ben, on est un peu coincé d'un côté parce que on sait déjà ce qui va réussir et ce qui va rater à peu près dans l'histoire historique. Donc en fait, pour nous, c'est quand même une fenêtre de les faire comploter pour des trucs qui marchent pas. Enfin, en fait, c'est un outil, je pense, narratif de notre récit assez important et intéressant d'imaginer comment est-ce que, enfin, pour donner un exemple juste comme ça, comment est-ce que la prise de la Bastille pourrait être le fruit d'un complot bien voulu par des gens, mais qui servirait à un but complètement inverse du but que ça a servi. Et on passe pas mal de temps à imaginer des pistes comme ça, quoi. Comment est-ce que les événements qui sont vraiment advenus ont pu être complotés en se disant que ils n'ont pas été complotés en connaissance de cause de d'où ça allait arriver. Ils ont forcément été complotés autre part, quoi. Après, voilà, on a aussi donc notre méchant, c'est un mec qui est, c'est son truc, les complots, quoi. Il adore ça. Et il est très contemporain, c'est vrai aussi, quoi. Bah, c'est marrant parce que les complots, en plus, quand ça réussit, c'est plus des complots. Enfin, mais je sais pas, les députés du club breton, donc avant le club du Jacobin, qui se réunissent le soir pour discuter des manœuvres à faire pour le lendemain. Si ils avaient été arrêtés par les royalistes et mis en prison, on les aurait appelés des comploteurs, quoi. Sauf qu'ils finalement ils arrivent plus ou moins au pouvoir quelques mois ou quelques années après. Et c'est plutôt de la politique, quoi. Nous on montre des gens qui sont dans des cercles souvent un peu restreints, notamment notre royaliste,
qui essayent d'influencer le cours politique des événements. Et vu de l'extérieur pour leurs ennemis, clairement, c'est des comploteurs, quoi. Après, ça c'est notre dynamique, je pense, narrative. La thématique d'une époque complotiste et des peurs et tout que ça suscite, c'est c'est en plein dans la Révolution, et en même temps, ça fait beaucoup écho à aujourd'hui. Moi, j'ai presque envie de dire, nous, on est aussi un petit peu embêtés avec ça parce que c'est vraiment touchy, quoi, de parler d'un truc qu'on est en train de vivre en plein, quoi. Par exemple, on peut dire ah oui, vous avez parlé des fake news et tout, mais est-ce qu'on a nous on va sans doute en parler d'une manière qui va nous être propre et peut-être très maladroite, quoi, et puis dans 15 ans on s'en rendra compte, mais j'ai l'impression qu'on est aussi tellement en plein dans une période où on vit ça de l'intérieur, quoi, que c'est difficile de savoir ce qu'on en fait consciemment, quoi, parce qu'en fait on vit là-dedans, quoi. On respire ça à longueur de journée de gens qui ont des agendas politiques. On essaye de déminer tout ça, mais je crois qu'on aura une lecture plus claire, enfin j'espère, de ce genre de trucs. Et surtout de qu'est-ce qu'on va en faire dans une bande dessinée, quoi. Moi, en tout cas, je me méfierais de la tentation de vouloir être de parler trop fort du présent dans une bande dessinée comme ça, parce que de toute façon, on le fait vachement. Mais faut pas non plus dire, je crois pas que ce soit notre point de départ absolu, quoi. On est déjà hyper présent à l'actualité tout le temps, et c'est des discussions qu'on a en permanence. Mais si on se mettait à se dire, on fait une bande dessinée sur la Révolution uniquement pour en fait mettre en lumière des phénomènes contemporains, je pense qu'on se planterait pas mal aussi, quoi. Je voudrais savoir comment vous avez écrit les personnages féminins du livre, et en particulier comment vous vous êtes débrouillé pour à la fois créer des personnages qui ont des formes de liberté, et c'est ça qui est intéressant, c'est de les voir évoluer, prendre la parole, etc., etc., mais une époque qui ne donne pas non plus une complète liberté aux femmes. Donc, comment vous avez essayé de cerner les possibilités d'agir de vos personnages féminins ? Ouais, au niveau des possibilités d'agir, ces personnages nous intéressaient parce que, en fait, déjà, de fait, ils étaient exclus. Enfin, c'est un peu peut-être jouer sur les mots, mais de la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, il y a quand même un côté où nous, on a un point de vue un peu moral sur la question de se dire du côté de qui on est. On essaye d'être du côté. Enfin, en fait, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on se sent à notre place du côté de ceux qui sont le plus peut-être dominés, qui subissent la plus grosse couche de domination. En l'occurrence, à l'époque. C'est quand même c'est un vrai sujet, quoi, du coup, en fait, quand même. Puisqu'il est jamais question de leur donner le droit de vote, par exemple, ou quoi, pratiquement, enfin. Et que, en effet, même sous l'Ancien Régime, c'est une position qui est hyper difficile, quoi, où on appartient toujours à quelqu'un, pratiquement. Donc, en ça nous intéressait d'avoir des personnages féminins, et aussi parce que, justement, ils étaient le plus souvent exclus, en fait, du récit et tout. Après, sur comment on les a composés, je saurais pas trop dire, parce qu'au départ, nous on se dit, on a une espèce de, je sais pas, il y a une difficulté parce qu'on est des mecs, alors on est là, attends, ça pense comment une femme? Mais déjà quand on se dit ça, c'est complètement. Donc on est un peu là, on a pas mal bossé sur la question, je sais pas, on s'est pas mal pris la tête, quoi, parce qu'en fait. Assez spontanément, quoi, c'est nos personnages féminins, enfin je pense surtout donc genre à Louise, qui est un peu un des personnages principaux vraiment de l'histoire. Et on avait toujours, même on a du mal à la dessiner pendant, il y a un truc où on tourne autour comme ça, on est un peu, on a du mal à la capter, c'est assez bizarre comme truc. Et en fait, moi personnellement je me suis rendu compte il y a vraiment pas longtemps que en fait je m'étais jamais posé la question, mais je me suis dit, tiens, mais en fait, je suis qui, moi? Enfin, un peu comme, je sais pas, mes enfants, ils lisent Dragon Ball, ils vont dire, ouais, moi, ils sont toujours le même. Il y a un des personnages, c'est eux, quoi. Ils rentrent dans son corps comme ça. Et je m'étais jamais posé la question, et en fait, je l'ai fait, là, il y a quelques semaines, et en fait, ça m'a frappé comme évidence que j'étais Louise. Alors que ça fait 5 ans que je suis là, ouais, mais Louise, je la sens pas. C'est trop bizarre, quoi. Et donc, je dis à Florent, en fait, t'es qui, toi, dans la BD? Et il me dit, moi, je suis Louise. Et j'étais là. Donc, finalement, c'est assez, je pense qu'on est encore complètement, la réponse n'est pas encore
vraiment prête, quoi. Je pense qu'on pourrait se reposer la question dans quelques années. Bah ouais, la question de la composition des personnages, c'est que c'est compliqué parce que c'est à la fois il y a pas mal de trucs qui rentrent en ligne de compte, quoi, et souvent des trucs qui nous sont à nous-mêmes hyper mystérieux pendant longtemps, en tout cas. Et par contre sur cette place, quoi, des femmes, et de pourquoi est-ce que en plus dans le récit, nous, c'est hyper important, c'est hyper elle concentre dans cette année 80, dans cet été 89, quoi, quand même une sorte de potentiel d'émancipation par l'action directe. C'est ce qu'on montre, quoi, à peu près dans toute la BD, à partir en tout cas du moment où il y a l'incendie des octrois et tout, que elles s'organisent, elles font bouillir la marmite pour plein de gens, elles cousent des uniformes, enfin elles sont là à tous les postes importants, quoi, d'une insurrection réussie, et elles vont jusqu'à manifester et à ramener le roi, et c'est elles qui sont à cet endroit-là, quoi, dans une manifestation qui est quand même assez remarquable parce qu'elle est pas, en tout cas jusqu'à ça tourne un peu au drame le lendemain matin, mais la marche sur Versailles est quand même un moment assez important, quoi, et assez inédit. Et d'ailleurs c'est pareil, c'est un événement qui est pas si souvent décrit, et quand il est décrit, c'est toujours pour dire que c'était des types déguisés, que c'était un complot, etc., et que c'était que des gens payés par le duc d'Orléans, enfin comme s'il était impossible d'attribuer comme ça justement aux femmes de Paris une initiative politique qui réussisse. Or c'est quand même un des événements qui a complètement verrouiller le cours du reste, quoi. Pour la suite, le roi à Paris, l'assemblée qui suit et tout. Donc ça, c'est nous, presque le découpage de notre premier tome, c'était pas tout, je pense que c'était pas du tout conscient au départ, mais finalement on a fini par le borner aussi à ça, quoi. Le mouvement d'émancipation des femmes dans cet été 89, quoi. Et en fait, les mecs se placent à des endroits, quoi, mais c'est quand même plutôt ça qui structure le truc. Parce qu'elles illustrent le mieux ce qu'on veut montrer, quoi, dans cette espèce d'empowerment des gens de classe populaire qui n'ont presque pas de droits et qui n'en réclament pas en plus directement dans le langage des Lumières et tout, quoi. C'est plus une sorte d'action directe qui met au centre la vie des individus et du collectif, quoi. De l'entraide, des trucs très concrets, quoi, qui sont pas du tout des grands discours de Mirabeau et tout. Et jusqu'à le truc très concret, il faut qu'on ramène le roi et le centre du pouvoir à Paris, qu'on l'ait sous le coude, quoi. Il faut qu'on puisse avoir les yeux dessus parce que sinon on n'a pas de contrôle. Et c'est aussi pour la suite, quoi. On va montrer, on va devoir montrer à quel point de ce moment un peu fondateur, quoi, surtout de cette marche des femmes, il y a des hauts et des bas, mais quand même globalement c'est une longue dégringolade vers un truc méga verrouillé, quoi. Et c'est le symbole de plein d'autres oppressions de la Révolution. On aurait pu aussi partir des colonies et montrer que d'une espèce de promesse comme ça de liberté et pareil, de plein de grands discours, on arrive au final à Napoléon, puis au rétablissement de l'esclavage. Enfin, sauf que là, c'était... ça aurait été un autre bouquin, quoi. Mais en même temps, on va montrer aussi ça d'une autre manière. Mais c'est un des sujets, je pense, qui va structurer toute la trilogie, quoi. C'est de montrer l'espèce de dialectique entre le désordre de l'insurrection, mais en fait qui est quand même l'institution d'un certain ordre, quoi, plutôt par le bas et par des moments assez violents parfois, et puis en réaction perpétuellement, quoi, par des gens qui se présentent comme des héros de la liberté, de l'instauration d'un autre ordre, quoi, d'un ordre qui est en fait réactionnaire dès le début, quoi. Il n'y a pas de qui est même d'ailleurs, il est sans doute beaucoup plus réactionnaire en 90 par exemple qu'après, mais il y a cette espèce de dialectique et faut pas toujours croire ce que racontent les mecs à l'Assemblée, quoi. Ils ont toujours une idée souvent derrière la tête et c'est des trucs de domination, de remettre un ordre par le haut, par les élites qui en fait changent peu, quoi, quand on regarde les choses un peu dans le détail.
Et ça, c'est intéressant aussi de se pencher sur la vraie vie des personnages comme Haim Burstein le fait, parce qu'en fait, on se rend compte que le personnel politique, en dehors de tel ou tel petit exemple qui fait très justement moderne, de dire regardez ce pauvre ouvrier, il est devenu député à la fin. En fait, il y en a peut-être eu 2 des mecs comme ça. La plupart, c'était des gens qui se replaçaient d'un truc à l'autre. Enfin, il y a eu des renouvellements de personnel politique, mais c'est pas non plus central, quoi. Alors que par contre, l'irruption de femmes dans le processus et qui vont même jusqu'à voter de manière informelle la Constitution de 93, bah ça, on l'aura plus jamais avant un certain temps, quoi. Et ça, c'est une dynamique venue d'en bas, qui part pas d'ailleurs de nulle part, quoi, qui a une histoire aussi. On n'explore pas les racines de ça, mais quand on parlait des émeutes du XVIIIe siècle tout à l'heure, c'est une longue tradition de lutte populaire, quoi, qui se sont toujours à peu près finies dans le sang ou par des pendaisons ou je sais pas quoi. Là, en l'occurrence, le 14 juillet, elles sont plutôt victorieuses mais il y a aussi des gens qui l'ont payé, quoi. D'ailleurs. Une toute dernière question peut-être pour laisser aussi un temps d'échange avec la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit sur le processus en cours d'écriture du tome 2, ensuite du tome 3? Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sur je sais plus si vous avez dit sur un obstacle, ou en tout cas sur un gros dossier que vous êtes en train de travailler. Voilà, comment c'est en train de se passer pour vous? En fait, très précisément, si on fait une mise au point aujourd'hui là, donc on s'est beaucoup documenté, on a eu accès en fait suite à la sortie du premier tome à pas mal d'opportunités en fait d'avoir de l'aide d'historiens ou on a fait une résidence à Visy où il y a le musée de la Révolution française et il y a un centre de ressources sur la question et tout. Donc, on a eu accès à plein de nouveaux documents et tout. On a fait une phase de documentation comme ça. Puis, on a commencé à écrire notre scénario. On a beaucoup écrit pendant le confinement. Et en sortant du confinement, on avait à peu près fini. Et puis, on a fait aussi un peu d'autres trucs, niveau boulot aussi, un peu chacun de notre côté. Là, on avait commencé à dessiner les premiers storyboards et tout, jusqu'à se rendre compte que et en fait il fallait peut-être réécrire un peu. Donc on a commencé à réécrire, puis du coup on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être se redocumenter un peu. Donc voilà quoi, il y a une espèce de côté sinusoïdal comme ça où chaque truc demande c'est vrai, un pas en avant, 3 pas en arrière, et ça se construit un peu comme ça. Donc là on est là-dedans quoi, dans le truc où on pensait déjà avoir commencé de dessiner, mais en fait, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est juste, c'est au moment de la fuite du roi. On dit, en fait, comme on dit toujours la fuite du roi à Varennes, mais en fait, c'est pas la fuite du roi à Varennes, c'est la fuite du roi, quoi. Il est parti, quoi. Et donc, là, on est en train d'écrire là-dessus, et on se rend compte que, il faut, pour notre petit théâtre de personnages, il faut qu'on sache mieux, en fait, ce qui se passe à Paris, ce qui se dit dans les journaux, ce que font les gens dans les clubs, à l'Assemblée. Donc on revient sur de la doc et puis on rebouge 2-3 briques du scénar. Ce qui veut dire qu'on va retrouver Virgile, Abel, Louise. Après, on retrouve pas tous les personnages, mais quand même la plupart. Mais pas mal de temps après, par contre. Comme on n'a pas, enfin si on a parlé un peu de la temporalité. Le premier tome il se passe sur très peu de temps parce qu'on a envie de suivre des personnages dans leur vie quotidienne, quoi, et que pour ça on peut pas les trouver. Une fois le 14 juillet, une fois le 5 octobre, une fois... Ça n'a pas de sens, quoi. Et je pense que c'est l'écueil dans lequel tombe pas mal de récits de la Révolution, quoi. Et puis, de l'histoire en général. C'est d'être un peu dupe comme ça de la chronologie, quoi. Alors que nous, on vient aussi, on regarde plein de séries et tout. En tant que raconteur d'histoire, on voit bien que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le contexte, et plus de s'attacher à des personnages sur le long terme. Là, on a 3 bouquins assez denses, on a vraiment le temps de faire ça, quoi. Du coup, de la même manière, ça va nous obliger à concentrer le récit à d'autres moments, mais la Révolution dure en 5-6 ans, enfin ça dépend des découpages, mais on peut pas traiter toute la Révolution semaine par semaine, donc on doit faire des grandes ellipses aussi, quoi. Mais ça sert aussi à la dynamique un peu série, donc là ça va être la saison 2, quoi. On retombe sur la plupart des personnages, le temps a passé, ils ont sans doute changé de place, ou pas forcément, mais en tout cas s'ils sont au même endroit, ça dit quelque chose aussi.
c'est aussi une manière d'essayer de s'interroger sur les découpages traditionnels. Nous, on n'a pas forcément de réponse, mais les 2 années qui suivent 89, la plupart du temps, sont très peu traitées, comme ce qui se passe pas il n'y a pas de journée, des grandes journées d'insurrection, des grands événements, quoi. Et jusqu'à quasiment la fuite du roi, justement, il n'y a pas de gros trucs qui viennent bouleverser la vie quotidienne, quoi. Il y a un travail à l'Assemblée qui continue, qui est assez long et fastidieux et pas très facile à raconter. Et en même temps, nos personnages, eux, ils continuent de vivre pendant tout ce temps-là leur vie, quoi. Donc nous, on va essayer de raccrocher les wagons comme ça. Il y a aussi il y aura aussi, même si on n'a pas commencé du coup à vraiment dessiner les pages et tout, mais on pense aussi à ça. Enfin, quand Florent disait la saison 2, il y a un changement. Enfin, les choix esthétiques qu'on a fait pour le premier, qui étaient plutôt baroque, les espèces de trucs un peu, des murs tout tordus, il y avait un côté comme ça très fourmillant, très grouillant et tout, ou très super chargé dans les salons plutôt aristocrates ou à Versailles et tout. Je pense que là on va aussi réfléchir à l'esthétique générale qui doit se dégager de l'album et donc de notre rapport à l'iconographie qui évolue, quoi, et du coup est aussi au canon un peu de l'esthétique révolutionnaire qui est vachement plus classique et tout. Donc il y a aussi on réfléchit aussi l'album en termes de ça, quoi, on suit à peu près les mêmes personnages dans un moment différent et dans un traitement aussi différent puisque notre propos suit un peu la chronologie, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.